Bonjour, je suis Camille Weber, présidente de la maison de joaillerie Weber. J'ai la chance de recevoir tous les mois dans mon podcast Les Voix de l'Audace des personnalités qui osent, qui prennent des risques et qui tracent leur propre chemin. L'audace, c'est pas seulement réussir, c'est aussi douter, affronter des épreuves, se relever d'échecs et puis se réinventer. Alors, je vous propose à tous de découvrir les coulisses de l'audace. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous recevoir dans un nouvel épisode des Voix de l'Audace. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, les Voix de l'Audace ont l'originalité de se tenir au sein du showroom Weber, niché au 7e étage du 9 rue de la Paix. Toujours suivi d'un cocktail avec la maison de champagne Cuvée Cara et le traiteur Maison Autray. Donc, vous avez également la possibilité de pouvoir assister en live. Et pour ça, les places sont très limitées, mais il faut aller sur le site internet wever.com et s'inscrire à un des épisodes des Voix de l'Audace. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sophie Van Guillon. Sophie Guillon ou Sophie Van Guillon ? Sophie Van Guillon. Sophie Van Guillon, qui est la CEO de la grande maison de cosmétiques de luxe qui s'appelle Valmont. C'est juste. Voilà, merci beaucoup, Camille, de m'accueillir. Merci, Sophie. Et je suis d'autant plus contente que j'ai cru comprendre que c'était ton premier podcast, en fait. Totalement vierge. Ce qui est fou quand on voit quand même l'épopée assez fulgurante de la maison de luxe Valmont. Et on va justement en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, la maison Valmont, c'est 600 collaborateurs, c'est ça ? C'est peut-être un peu moins, là. En fait, on n'a pas recensé cette année, mais les derniers recensements avant le Covid étaient de 650 personnes. Je pense qu'il y en a un peu moins à l'heure actuelle, mais entre 550 et 650. Oui, donc voilà, on est dans ces eaux-là. Voilà. J'avais lu 300 millions d'euros de chiffre d'affaires retail, à peu près. Retail, oui, mais, oui, effectivement, je fonctionne plutôt en ex-factory ou en wholesale. 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près retail, mais beaucoup de wholesale également. On va justement en parler. Et ce que j'aimerais, moi, comprendre, c'est justement comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rester une grande maison de cosmétiques de luxe, indépendante, parce que vous êtes indépendant. C'est une maison qui est familiale, dans un univers concurrentiel qui est très concentré auprès des grands groupes de luxe, mais également avec plein de nouveaux entrants qui rentrent sur le marché. Oui, c'est vrai, c'est devenu beaucoup plus difficile après le Covid, la Covid, parce qu'il y a eu un grand moment de pause pour les investissements, puisqu'il y avait peu de communication, puisqu'il y avait peu aussi de contact entre les clients et la distribution, ce qui fait qu'il y a eu pas mal d'argent immobilisé et les financiers ont été certainement très séduits par de nombreux projets après ou pendant la Covid. Et il y a eu pléthore de marques qui se sont lancées. Pour nous, c'est devenu plus difficile, bien évidemment, parce que à la conjonction de cela, il y a eu aussi l'évolution de la distribution qui s'est orientée beaucoup plus vers le digital. Ça a été extrêmement flagrant pendant la période de stop, pendant ces 5 années. Et là, ça a repris, mais les marques sont restées, certaines sont restées. C'est compliqué, les grands groupes sont devenus plus forts. Il y a eu aussi des marques qui sont apparues très récemment, qui sont devenues extrêmement puissantes, dynamiques et très visibles sur les plateformes financières surtout, et qui sont dirigées aussi par de grands financiers. C'est ce qui fait aussi ton originalité. On va parler justement de toutes ces marques qui naissent et tout, mais c'est ce qui fait ton originalité. Un ADN qui est hyper fort, qui est dans les sciences. Il y a une vraie culture scientifique dans tes produits, vraiment. Et c'est vrai que tu as une clientèle qui est hyper fidèle. On va en parler. L'ingrédient est clé, la recherche est clé. Moi, j'aimerais comprendre un peu l'origine de tout ça et savoir qui tu es, Sophie Van Guillon. Parce que, alors déjà, j'ai lu que tu étais polyglotte. Tu parles 6 langues. Oui, mais c'est pas ma faute, ça. Ouais, quand même. En tout cas, c'est quand même assez extraordinaire. Et alors, tu es un peu tu
t'es né en fait Cambodge. au Cambodge, t'as fui avec ta famille les Khmers rouges. Exact. Tu t'es installé, donc vous êtes installé en France, à Paris. Donc tes parents ont dû tout recommencer en fait. Comment est-ce que justement ça s'est passé, tu vois? Est-ce que tu étais très très jeune quand t'es revenu à Paris, t'avais 4-5 ans, c'est ça? Oui, j'avais 5 ans. Comment est-ce que justement vous avez vécu ça, le fait de tout repartir from scratch à Paris, et quel enfant est-ce que tu étais? Est-ce que tu penses que ça a construit justement ta personnalité, la femme que tu es aujourd'hui? Ah oui, oui, certainement, parce que certains enfants sont beaucoup plus confortables, et la mienne a été particulièrement difficile parce que quand je suis arrivée à Paris, je ne parlais pas français, et c'était compliqué parce que l'école ne m'acceptait pas. Donc il y avait des établissements spécialisés pour les émigrés, donc j'ai failli intégrer une de ces écoles. C'était extrêmement frustrant. Mais heureusement, j'avais déjà appris quelques mots en français, donc j'ai passé un test, et par la voie du Saint-Esprit, j'ai été acceptée. Mais vraiment, je parlais pas français, et une fois que j'ai été intégrée à l'école française, eh bien, j'ai voulu montrer que j'étais capable. Donc, j'ai voulu absolument, depuis la première classe en primaire, être la première. Et je l'ai été. Je l'ai été jusqu'à longtemps, jusqu'à la fin de mes études quasiment, quoi. Et je pense que effectivement, ça a forgé ma personnalité, le challenge, la performance, l'excellence. Et je suis assez intransigeante sur l'excellence pour les autres. Alors ça, c'est parfois un peu dur, mais aussi pour moi-même. Et ce qui a permis à la marque Valmont de pouvoir faire ses choix. Parce que je considère cette marque dont j'ai hérité, je ne l'ai pas créée, On va en parler, ouais. Comme une marque de tradition qui devait se respecter comme une personnalité. Et cette personnalité, c'est une marque vraiment d'excellence, de tradition, avec un savoir-faire, un artisanat scientifique que j'ai tout de suite assimilé. C'était assez compliqué parce que ce sont des facultés de biostimulation globale sur les fonctions cutanées. Donc c'était un peu difficile d'accès parce que je venais d'une culture française, et dans la culture française, la cosmétique, beaucoup de cosmétique est issue, sans nommer de marque, de grandes marques de couture, et en l'occurrence, on est plus dans la présentation, l'apparat, le merchandising, le packaging, la cosmétique de la cosmétique, je dirais. Et pour moi, cette sensibilité qui s'est développée aussi, pour revenir à ta question, de l'enfance où tu es plutôt en retrait parce que tu n'arrives pas sur un terrain conquis, tu es chez les autres, et tu dois te faire accepter, tu dois vite apprendre leur langue, vite assimiler leur culture, a certainement développé une sensibilité chez moi qui s'est exprimée là. La valeur travail, en fait, elle a toujours été au centre parce que c'est ce qui t'a permis aussi vraiment de réussir, d'être, comme tu dis, première de classe. Tu avais des frères et sœurs ou pas? Tu as des frères et sœurs? Non, toujours pas. Je les attends. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait quand ils sont rentrés en France? Alors, c'était compliqué parce que les diplômes n'étant pas reconnus, ils ont dû recommencer leurs études. Mon père était dans la finance, donc il a recommencé ses études et il a été contrôleur de gestion. Il a travaillé pour des sociétés américaines dans l'automobile. Donc, j'ai travaillé dans l'automobile et j'ai une passion pour l'automobile, d'ailleurs. Ma maman était... enfin, elle est toujours vivante, mais elle était dans l'activité plutôt business, export, pour des grandes sociétés pharmaceutiques européennes. Donc, elle était le contact en Asie. Et j'ai suivi un peu sa voie parce que j'ai commencé par l'exportation de produits cosmétiques français. Donc, j'étais très fière de véhiculer les fleurons de marques françaises en Amérique latine, ensuite aux États-Unis et un peu partout dans le monde ensuite. Parce que justement, tu fais tes études à l'ESSEC. Ouais. Et puis ensuite, tout de suite, t'enchaînes dans la cosmétique et dans la parfumerie. Tu as toujours été passionnée, en fait, par le monde de la cosmétique et de la parfumerie, en fait.
Alors, oui, mais je comprends les complications des jeunes aujourd'hui quand, à 20 ans, 21 ans, tu dois trouver une passion. C'est aussi un trait de mon caractère, c'est de toujours trouver une solution et à cet âge-là, tu dois faire un rapport d'études et je ne savais pas quoi faire. Donc, je me suis dit: «Bon, réfléchissons. La France, c'est quoi? C'est le pôle de toutes les belles marques» et je me suis dit: «Tiens, je vais faire une étude sur les acteurs du luxe, déjà» et dans les acteurs du luxe, nous avons les fournisseurs, nous avons les marques et nous avons les distributeurs. Donc j'ai fait un rapport très global et comme c'était assez cohérent, ça a bien plu au jury et je me suis dit: «Bon, maintenant, il faut que je cherche un job. Qu'est-ce que je fais?» Je vais m'appuyer sur mon rapport et puis j'ai contacté les marques et j'ai trouvé mon premier stage Les et voilà. cosmétiques, parce que tu aurais pu te dire, dans le luxe, je vais dans la joaillerie, ou je vais dans la maroquinerie, ou je vais dans la fashion. Toi, c'était un peu par hasard, t'es tombé un peu par hasard dans le monde des cosmétiques, ou t'avais quand même une appétence particulière C'était les parfums. J'ai commencé les par les parfums. parfums, mais en fait, j'ai postulé pour un poste, chez Stendhal, Mm. qui est une marque de cosmétiques qui a été, reprise. Elle appartenait à l'époque à Sanofi Beauté et hem et j'ai postulé pour, du marketing. Alors on m'a dit, «Franchement, vous avez une personnalité beaucoup trop, agressive, pour travailler, dans le marketing. Donc, vaut mieux que vous alliez, chercher un job, en tant que, Commercial. commercial». Donc, ni une ni deux, j'ai été chercher un job dans le commercial. Effectivement, ça a réussi. Heu et j'ai commencé ma carrière, sur le terrain. Ce qui était une bonne chose parce qu'en fait, c'est toujours mieux, je trouve, de commencer par le terrain. Ah, c'est sûr. Donc, tu vas chez Sandal, tu vas chez Yves Saint Laurent Beauté, c'est ça? Oui, mais, Et entre-temps, j'ai fait un peu de, Jean Davès qui a disparu, Balmain, d'accord. Jacquemus, Oscar de la Renta et finalement Yves Saint Laurent. Et est-ce que pendant ces différentes expériences, tu as une rencontre marquante, ou en tout cas une personne qui va vraiment te marquer et qui va peut-être ensuite t'influencer dans tes autres choix, on va dire, de carrière professionnelle, ou pas forcément? Dans ta façon de manager, dans ta façon de développer en tant que leader Alors, c'est très intéressant ce que tu poses comme question parce que, j'ai beaucoup été managée par des hommes. Souvent dans les groupes, sont des hommes qui ont des postes, de directeur. Mais c'est une femme qui m'a marquée et qui a, développé en fait ses talents de directrice, mais en même temps avec, parce que quand on est jeune, on a aussi besoin d'être, accompagné, émotionnellement, je dirais. Parce que, j'ai peut-être l'air sûre de moi, mais je ne le suis pas du tout C'est et étonnant, ça. mais oui, mais c'est Non, comme mais ça. surtout vu le track record. Que Moi, je pense que les gens qui sont pas sûrs d'eux, justement, font toujours plus pour démontrer, Ouais. qu'ils en valent la peine T'as et toujours le syndrome de l'imposteur aujourd'hui? Non. ah bah oui, il est là, hein, il est là, il est toujours là. Mais parce que rien n'est acquis, mais ça c'est une philosophie. Mais pour revenir à cette femme, elle s'appelle Carole Schetz. Carole Schurz. Et en fait, quand Balmain a été vendu à Alain Chevalier, qui était issu du groupe LVMH, donc de chez Dior, et il a été licencié et il a mis toutes ses économies en rachetant Balmain. Et moi, j'étais la seule de partir de l'équipe Balmain et j'hérite d'une nouvelle directrice qui s'appelle Carole Schetz, qui était hyper froide, hyper dure au départ. Et puis moi, j'étais un peu intimidée. Et puis à un moment, on s'est confrontés. Moi, je lui ai dit: «Bon, écoutez, j'ai pas l'air de vous plaire. On va se parler franchement. Je vous plais pas?» Parce qu'elle arrêtait pas de dire: «Tu connais pas ton métier». Et puis finalement, en fait, le fait que je sois comme je suis, assez authentique, ça lui a plu. Et puis elle m'a prise par la main, elle m'a expliqué le travail de l'export, ce que n'aurait jamais fait un homme. Je suis désolée pour tous les boss que j'ai eus. Je les adore, hein, ça n'empêche pas. Mais grâce à elle, j'ai été vraiment professionnelle parce que tu fais les choses en détail pour arriver au gros.
Et, chez les messieurs, on est plus dans le business global, dans la stratégie globale, dans la vision globale, etc. Mais le global, c'est bien, mais pour faire avancer les choses, comme je suis dans la solution et dans l'ancrage, et que j'aime bien que ça avance, eh bien, c'est vraiment super que j'ai croisé sur mon chemin et je rends hommage aujourd'hui. Bah écoute, c'est super. Je pense que si elle nous écoute, bon. Et elle t'a donné un peu une méthodologie, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas tu arrives chez un client à la one again, tu fais un plan, tu discutes avec lui et donc tu crées une liaison déjà. Tu programmes avec lui son plan de développement. Donc tu es en T'es partenaire en et copartenaire. t'es en copartenaire et t'es pas en train de vendre ta salade ou Ouais. ton catalogue. C'est win-win. Tu t'essaies c'est d'entendre win-win. ses besoins, quels sont tes besoins. Et oui, et ce qui est génial, c'est que tu comprends ton terrain, tu Ouais, comprends tout à les fait. préoccupations de ce qui se passe sur le terrain. Donc aujourd'hui, quand on développe, par exemple, des accessoires qui sont des cadeaux pour la profession, eh bien, on pense que celui qui doit acheter ce cadeau parce qu'il l'offre à la fin, eh bien, on ne doit pas dépasser un certain budget. Donc on n'est pas en considération de l'objet, mais on est en considération des prérequis en fait de notre partenaire commercial. Et ça a été une très très belle expérience. Et ensuite, tu as la rencontre, on va dire, de ta vie, quoi. Peut-être que j'extrapole un peu, mais c'est Didier Guillon. Tu nous en parles. Quand est-ce que tu rencontres Didier? Et c'était il y a longtemps, mais je m'en souviens, c'était en décembre 89. C'est un coup de foudre. Non, c'est un coup de foudre, un vrai coup de foudre amoureux. Et puis ensuite, il va y avoir toute cette relation C'était une rencontre professionnelle. extraordinaire. C'était quand tu dis En décembre 89. D'accord, donc il y a le 10 pas encore décembre. acheté Valmont. Le 10 décembre, mais j'ai oublié l'heure. 10 décembre 89. 19h45. Un dîner, un truc. Oui, c'était un dîner. En fait, c'était très sympa parce que j'avais un ami que je voulais protéger. Il s'était fait larguer par sa copine, donc j'ai organisé un dîner avec une autre amie et ils sont pas parlé de la soirée. Et lui me fait la surprise d'arriver avec Didier Guillon et me dit rien. Et moi, je me dis waouh, Clint Eastwood arrive avec son chien, son chapeau. Waouh, qu'est-ce qu'il fait à Paris? Il s'est perdu. Bon. Et puis on commence à discuter et puis je dirais pas que c'était un coup de foudre, mais j'étais Sous le charme. J'étais sous le charme. J'étais très interloquée par cette différence. Voilà. Et puis après, vous n'allez plus vous quitter parce que donc Didier Guillon, peut-être que tu peux nous parler un peu de la famille Guillon, qui est vraiment une famille d'entrepreneurs. Oui. Oui. Alors Didier Guillon, en fait, en 89, avait déjà eu un premier contact avec la Suisse parce que le groupe Expansions, dont son père était président, qui a créé Mustela, que vous connaissez certainement si vous avez des bébés et même si vous en avez pas, il a créé le groupe Mustela et un groupe pharmaceutique avec Piaskedine 300 par exemple. Et je sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. Ah bah oui, bien sûr. Bon, bah alors, Piaskedine 300, c'est très très bien pour les articulations, pour celles qui sont concernées. Et c'est à base d'un saponifiable d'avocat. Et donc, Claude, mon beau-père, trouve la formule aussi à base de parfum de chèvrefeuille de Mustela. Et cela devient un grand succès. Et ils décident de se diversifier, sont intéressés par cette marque qui s'appelle Valmont, qui était vraiment embryonnaire, créée par un couple suisse. Willy Schopfer et Franka Schopfer, et qui a duré très peu de temps sous leur égide parce que Willy était un homme extraordinaire avec beaucoup d'empathie, d'emphase, de charisme, mais malheureusement, il ne savait pas forcément gérer les investissements et il a voulu chercher des investisseurs assez rapidement. Et Expansion s'est présenté, a envoyé le fils Guillon qui s'appelait Didier, qui s'appelle toujours Didier, en Suisse. Il tombe amoureux de la Suisse et boum, moi je le rencontre à Paris. Donc très parisienne, je me dis la Suisse c'est quand même... alors il faut savoir que pour les Suisses, Paris ça signifie quelque chose, mais pour les Parisiens, la Suisse ça signifie rien du tout. Et donc je me dis waouh, partir en Suisse, bah donc, vous imaginez, ça ne signifie rien. Et de fil en aiguille, au bout de 3 ans et demi, on décide d'essayer de vivre ensemble. Et finalement, ça a marché et de se marier. Donc, moi, je trouve un job chez Yves Saint Laurent.
Et c'est là où je bascule du terrain au marketing appliqué. Et puis, donc ça, c'était en 94. 94. Et là, Valmont appartient au groupe Expansions, oui. qui a été racheté en 1991, donc par le groupe Expansions. C'est donc par Didier Guillaume. C'est ça. Mais c'est embryonnaire, comme tu dis, ça fait quasiment rien en termes de chiffre d'affaires. C'était rien du tout. C'est rien du tout. Rien du tout, mais c'était présent dans une petite dizaine de pays en Europe. Mais c'était très présent, niche. mais très, très niche. On était déjà rue de Passy... non, pas rue de Passy, là où il y a le PVH, là, le petit Victor Hugo. Donc, c'est avenue Victor Hugo. Avenue Victor Hugo, d'accord. Oui. Et Didier, lui, c'est le directeur artistique et le CEO de Valmont, C'est le président. Didier est le président du groupe. À l'époque, il a tout fait pendant 10 ans. Hein, donc, les factures, le développement des produits, un vrai etc. entrepreneur. Ouais, il a tout fait et moi j'en entendais parler le soir avec lui et je suis une passionnée des produits, de la formule, de la science, etc. Et bon, il y avait des choses que je trouvais un peu bizarres, hein, mais je n'osais pas trop lui dire parce que voilà, c'est Didier. Et en 2000, au grand boom informatique, Ouais. au Big Bang informatique. Ouais. On a fait 2 enfants, donc 2 enfants avec 1 an et demi de différence, enfin 1 an de différence. Et là, j'étais épuisée chez Saint-Laurent parce que dans un groupe, on vous demande beaucoup. Et il me propose de venir le rejoindre à 50%. J'arrive, je regarde et le 50% est devenu vite un 120%. Et j'ai commencé vraiment par les détails. T'arrives en 2000. En 2000, en marketing, c'est ça? Quoi, c'était ce que tu faisais? Pas du tout. Pas du tout, parce que le 50%... Tu l'aidais, en fait, t'étais un peu son bras droit, quoi, c'est ça? Oui, enfin, je faisais l'administration des ventes. Ah oui, l'ADV. À l'export. Mais en faisant l'administration des ventes à l'export, je me rends compte qu'il y a 24 pages de rupture de stock. Je me dis, mais c'est géré n'importe comment, cette histoire. Et en fait, on n'a pas d'usine de production. Donc, j'apprends ce que sont les ordres de fabrication. Et on commence à faire un planning. Donc, bref, ça se met en place. Quand est-ce que tu deviens CEO alors? Il y a des coupures de presse qui sont fausses, je tiens à dire. 2018? Ah ouais, d'accord. 2018. Donc de 2000 à 2018, en fait, tu travailles dans... Tout l'opérationnel. Je remplace... parce que dans les structures familiales, quand on grandit, c'est compliqué parce que vous avez toujours des gens qui partent, qui ne sont pas remplacés tout de suite et que vous devez remplacer au pied levé. Donc j'ai refait beaucoup d'exports. Je me suis même occupée de la direction financière à un moment parce qu'on a eu un vide. J'ai fait du marketing. Mais très rapidement, en fait, Didier m'a demandé de m'occuper des formules. Parce qu'il avait confiance en personne. Donc là, il avait confiance en moi. Oui, parce que... Alors, en 2000, comment c'est le marché de la cosmétique? Est-ce que c'est un marché qui est quand même très concentré, toujours avec des gros groupes Oui. Comment se porte Valmont? Ça se porte bien? C'est quoi ton ambition quand tu arrives en 2000 avec Didier, en fait? Tu arrives là, bien sûr, pour l'aider, tu fais un état des lieux et tout. Oui. À quoi tu t'attaques en premier, justement? Je m'attaque aux bases, hein. Donc je n'avais pas forcément d'ambition. Je m'attaque aux bases pour que la machine puisse marcher. Il faut mettre des process en place. Et vous imaginez les startups. Tu structures. Je structure. Donc j'ai commencé par structurer. Et au niveau des produits, parce qu'aujourd'hui, tu as 3 principales marques, c'est ça? Tu as Valmont, Elixir, Historier Vénéziane, les histoires vénitiennes, donc la branche parfum. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait au catalogue 15 produits à peu près. Ouais. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, il y en a 75. Et on a créé, on a eu une période entre, je dirais... 2005 et jusqu'au Covid, où c'était de la créativité. Et c'était extraordinaire parce que justement en 2000, tout était encore possible. Je pense que créer sa marque en 2000, c'était possible. Aujourd'hui... très bien.
Aujourd'hui, en tout cas, il faut. J'ai écouté un peu tes podcasts. Il faut beaucoup d'investissement derrière. Bien sûr. Et nous, en fait, on a créé au fur et à mesure une communauté Valmont avec des valeurs, avec une appréciation de nos traditions, une reconnaissance de notre originalité, aussi de notre parti pris sur les formules en cosmétologie. Dans la profession, nous sommes, je pense le dire avec beaucoup d'humilité, reconnus aujourd'hui. Mais dans le monde du public, du grand public, nous ne sommes pas forcément connus de tous. Je pense que c'est une marque d'initiés qui s'adresse à des gens particulièrement exigeants sur l'expertise de la peau. Et là, nous avons notre place, avec toute une expérience et tout un monde aussi aujourd'hui de nos propres points de vente que nous avons créés. Le vrai élément différenciant de Valmont par rapport aux autres marques qui existent, c'est justement c'est le fait que ce soit, entre guillemets, très technique, c'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure des formules. Ce sont des produits qui sont hyper efficaces. C'est pour ça que tu as un taux de fidélité, d'ailleurs, qui est très, très important, très élevé. Et tu disais que toutes les formules, en fait, sont vraiment basées sur le vivant, sur l'ARN et sur l'ADN. Ce qui te différencie également des autres marques de cosmétiques. Toi, tout de suite, tu as quand même pris justement ce champ des formules, de la formulation, ce côté scientifique qui est hyper important pour toi, alors que tu n'as pas de formation justement scientifique. Donc, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui t'a tout de suite plu? Et est-ce que justement là, à un moment, tu as senti que tu avais peut-être un sujet de légitimité, comme on parlait tout à l'heure du problème de l'imposteur ou pas? En fait, du syndrome de l'imposteur. Oui, je suis arrivée avec beaucoup d'appréhension en me disant mais je n'ai pas un PhD en formulation cosmétique, en sciences et en chimie. Mais en fait, en m'adressant à mes ingénieurs chimistes, j'ai vu qu'ils m'écoutaient, que ce que je disais donnait du sens, parce qu'en fait, la chimie, c'est beaucoup de bon sens. Hein. Il faut arrêter de s'imaginer aussi que c'est un nirvana. Mais j'ai vu au fur et à mesure de la construction de la relation avec mes équipes techniques que c'était fluide. Et c'est vrai que jeune, pendant mes études, je dois avouer, mes enfants sont plus tellement aux études, donc je peux le dire, je faisais jamais mes devoirs en chimie et j'avais toujours 20 sur 20. Mais je comprenais pas pourquoi, parce que je trouvais c'était tellement bête. Et en fait, c'est une évidence. En fait, pour moi, c'est un domaine sur lequel je m'épanouis beaucoup. Je me ressource éternellement parce que d'abord, je suis très curieuse un peu de tout, mais sur la matière cosmétique et chimique, j'adore. Et c'est toujours une passion aujourd'hui. Et surtout, ce qui va être différenciant, c'est que je vais pas prendre l'état chimique comme il est. Je vais le transcender. Je vais avoir cette capacité, en fait, de l'imaginer avec autre chose. Et par exemple, l'année dernière, on a fait deux publications même, sur l'association de l'ADN et du silanol. Et c'était une vision que j'avais en me disant, mais c'est évident, il y en a un, c'est un sucre complexe qui va s'associer avec un minéral. Et ce minéral, en fait, comme beaucoup le savent, si vous allez voir l'exposition Gerhard Richter, je fais une diversion, il y a une salle sur le silanol et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment le matériau qui nous entoure le plus sur Terre et sur notre organisme. Faut le savoir, c'est très simple. Mais une fois que vous le savez, eh bien, vous l'associez avec l'ADN, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai demandé à mes équipes de travailler cela, et c'était génial parce que cela nous a permis, en fait, de décupler l'activité de l'ADN et également de renforcer parce que l'activité du silanol, c'est de renforcer en fait les ancrages et les articulations, et donc de
d'augmenter aussi la capacité du Silanol. Donc, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup l'audience, ce que je raconte, mais en tout cas, moi, je m'emballe sur mes matières et ça nous a permis d'avoir notre publication et d'être reconnus parmi les scientifiques de cosmétologues du monde entier. J'en suis très fière. Non, mais justement, c'est vous parce que t'es une femme intuitive mais scientifique aussi. Tu vois, tu as les deux. Tu as le côté intuition, c'est ça, et puis tu as quand même cette volonté justement de mettre au cœur de tes crèmes justement l'efficacité scientifique. Ouais. Tu as un peu les deux. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, il y a pas longtemps, je me suis fait un soin du visage chez By Claire, peut-être que tu connais à Arcachon, et j'ai essayé le masque collagène de Valmont avec une technique manuelle absolument extraordinaire. Donc je lui ai dit que j'allais faire un podcast avec toi, donc elle m'a dit tu lui parles de moi, donc voilà, tu nous écoutes, Claire. Oui, je sais très bien qui c'est. Ouais, il faut que j'aille la voir. Tu vois qui c'est. Oui. Et alors, en me parlant de toi, tu vois, elle pensait que tu étais scientifique. Donc, tu as vraiment cette réputation, vraiment elle pensait que tu étais directeur scientifique en plus d'être CEO de la marque. Je dirige mes scientifiques, mais je ne suis pas chimiste. Ouais. Qui est la femme Valmont aujourd'hui ? Ah bah, c'est toutes les femmes, là. Moi, je vous vois là. Déjà, vous êtes là, merci beaucoup. La femme Valmont, elle est polymorphe. C'est une femme qui a une vie sociale importante. Donc, elle a besoin de se sentir sûre d'elle. Parce que, comme beaucoup de femmes, il y en a beaucoup qui ne sont pas très sûres d'elles. Et elles ont besoin d'être soutenues par leur coefficient beauté de la peau. Et je pense que la marque s'adresse à toutes ces femmes-là qui sont extrêmement intransigeantes, exigeantes et conscientes de leur peau. Donc, c'est toujours plaisant quand on vous dit oh, mais vous avez une belle peau. Et c'est pas une question d'âge, parce que je ne suis pas d'une grande fraîcheur, mais ça me fait toujours plaisir quand on me dit vous avez une très belle peau. Et je pense que c'est important aussi de ne pas réfuter les marques du temps, parce que c'est ton parcours, c'est tes réussites, c'est tes joies, c'est tes malaises, c'est tes cicatrices, c'est un peu tout. Et en revanche, c'est notre vocation. Mais c'est pas uniquement le résultat de la belle peau, parce qu'une belle peau est très difficile à qualifier. Une belle peau, c'est la peau Valmont, par exemple. C'est une peau qui rebondit, qui transcende l'éclat, qui restitue la lumière, qui est idéalement sans tache et qui respire la santé. Alors, ce sont des mots, mais le ressenti y est quand vous voyez une belle peau. C'est une peau qui n'absorbe pas la lumière. Et ça, c'est hyper important, parce que déjà, cette vitalité qui va transparaître de ta peau, tu vas la transmettre à ton interlocuteur, parce que on est dans la liaison, on est dans la relation avec l'autre. Et notre façon de voir la cosmétique, c'est une cosmétique qui se transmet de façon holistique par un accueil de mon personnel, un soin et un caregiving par nos équipes qui doivent être vraiment très précises là-dessus et donner cette sensation que m'a donnée ma boss à l'époque, Carole Schett, de m'entourer en même temps que de m'accompagner justement sur pas uniquement un état de bien-être. On n'est pas là pour... c'est pas rigolo. C'est vraiment un facteur de bien-être de l'esprit qui est aujourd'hui mesurable et qui va être quantifié. Et ça, c'est ma prochaine démarche. Moi, je pense que c'est très important, puisqu'on est dans l'ère de tout est monitoré. On a besoin d'un chiffre un peu sur tout, sur la qualité de notre sommeil, la qualité de notre de ce que nous ingérons, de toutes sortes de révélations. Eh bien, je pense que le bien-être mental va être aussi déterminant pour cette longévité dont tout le monde parle, et ce bien-être à long terme. Et je pense que par le toucher, avec la sensorialité aussi que j'attache à donner à mes formules, on va le procurer. Et ça, c'est hyper important. Et moi, ça me tient très à cœur, parce que c'est ce qui va permettre de passer la prochaine génération.
Alors, j'imagine que tu fais des tests cliniques et tout. T'as des, c'est Eurofins qui teste ces produits ou Ecocer? Pas que. On a beaucoup de laboratoires qui sont d'ailleurs beaucoup français parce que ce sont les plus casse-pieds. Et comme ça, au moins, qui peut le plus, peut le moins. Et là, nous avons toutes les certifications qui sont nécessaires. Alors aujourd'hui, toutes les clientes Valmont cherchent à avoir la preuve visuelle. Donc elles aiment les photos avant-après. On travaille dans ce sens aussi parce que auparavant, on pratiquait aussi déjà bien sûr les tests, mais maintenant on va les élargir avec plus de paramètres, plus de segments et puis encore plus de preuves à l'appui. Aujourd'hui, si jamais je veux m'acheter une crème Valmont, comment est-ce que je fais? Parce que la distribution, elle est très sélective. Il y a les maisons Valmont, les spas, et puis les hôtels, les spas luxe des hôtels d'ailleurs, et puis quelques esthéticiennes très, très haut de gamme. Voilà. Où je peux en acheter quand même en B2C chez quelques distributeurs ou pas? Oui. En fait, pour avoir les adresses, tu vas simplement sur le store locator sur lamaisonvalmont.com et puis selon l'endroit où tu te trouves, le store locator te donnera l'adresse la plus proche de ta localisation. Aujourd'hui, il y a 16 maisons Valmont, c'est ça? Oui. C'est quoi l'expérience maison Valmont? Alors, pour être très honnête, elle est en train de s'homogénéiser, mais c'est compliqué parce que il y a toute la partie asiatique qui est toujours un peu en avance et un peu en différence avec nous, et ils sont aussi un peu secrets. Alors, il y a la moitié des boutiques qui sont en Asie, en Chine, de très très belles boutiques, un peu à la Cartier, Hermès, vous rentrez, il y a tout un univers. Vous faites partie d'une communauté, donc vous avez normalement votre membership. Et puis, on sait... Alors, le CRM est très, très développé chez eux. Ils l'ont mis en place déjà depuis, je dirais, plus de 10 ans, presque 15. Et ils travaillent avec Salesforce, notamment, et puis encore d'autres. Mais ils connaissent parfaitement leurs clients. Et ils ont toujours... Ils sont dans l'anticipation, ils sont pas dans l'acquis, donc ils vont toujours proposer quelque chose de différenciant sur le moment, malgré tes habitudes de consommation et ta routine, parce que ce sont des gens qui sont... c'est vraiment des marchands, donc ils sont toujours dans la nouvelle offre pour que jamais tu ne t'ennuies. En Europe, on est beaucoup plus dans le statut, donc les boutiques sont plus... elles sont aussi élégantes qu'en Asie, mais la routine, en tout cas l'expérience client, est en train de se travailler avec une belle proposition bientôt. On a une nouvelle boutique qui va ouvrir à Munich, et je me réjouis parce que c'est le 2 février. Il faut aller en Allemagne. 2 février à Munich. Oui. Et tes principaux marchés aujourd'hui, c'est la Chine, justement? Alors, c'est beaucoup plus homogène qu'avant le Covid. Avant Covid, c'était plus de 50% la Chine, l'Asie, Hong Kong. Aujourd'hui, nous sommes toutes au courant que les Chinois se renferment sur leur propre marque, et ils sont assez contents de leurs propres propositions qu'ils ont fomentées, qu'ils ont nourries pendant la Covid. Et les marques européennes ont du souci à se faire. Elles n'ont pas du tout la même aura. Parce que déjà ils sont très dynamiques, ils sont très actifs, donc ils sont très capables de faire leur propre marque, et ils sont plus du tout dans le même mindset de se dire c'est mieux là-bas. D'ailleurs, ils viennent beaucoup moins en Europe, mais on a un changement de clientèle aussi que j'ai pu noter là en restant un peu à Paris ces jours-ci. C'est une clientèle chinoise de meilleure qualité, beaucoup plus sélective et moins troupeau, je dirais. Prescriptrice.
Oui. Moins suiveuse, plus prescriptrice. Oui, qui vient pas avec une liste. Voilà, je veux 15 fois la même chose pour ma voisine, ma copine, ma cousine, etc. Et vraiment qui est élégante, qui est belle à regarder et qui sélectionne avec choix ses marques préférées. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus équitable et donc on a 30%, un peu plus de 30% en Chine et 15% Nord-Amérique, près de 20% en Europe. Donc c'est très bien, c'est un très bon signe parce que c'est une marque héritage, une marque de tradition que j'aimerais vraiment inscrire puisque l'histoire, elle se fait en Europe. Et elle continue de se fomenter et de se créer en Europe, quoi qu'en dise M. Trump. Aujourd'hui, tu as quand même un boom de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique. Ma question, c'est est-ce que ça a un impact sur des marques comme Valmont qui sont très haut de gamme, avec forcément des prix moyens qui sont élevés, mais c'est normal, hein, voilà, au regard des principes actifs qu'il y a dans la crème, ou finalement ça n'a pas vraiment d'impact parce que tu te fasses de la chirurgie esthétique ou pas, tu vas quand même t'acheter des très belles crèmes de luxe. Alors, la chirurgie esthétique, Est-ce qu'il y a une cannibalisation sur le marché de la crème de luxe, en gros, c'est ça? Non, pas tout à fait, parce que la chirurgie esthétique implique que tu ouvres. Donc là, il y a une opération. Je différencie la chirurgie esthétique avec la médecine esthétique. Alors, je mets les deux dedans, pardon. Voilà. Et c'est pour ça que je précise parce que la chirurgie a une tendance à être justement en perte de vitesse. Non, je parle des injections. Ce qui n'est pas le cas de la médecine esthétique où les traitements sont non invasifs. Dans la médecine esthétique, nous incluons les injections de botox, d'acide hyaluronique, de profilo, de toutes sortes de vitamines aussi, donc ça va plus ou moins profondément, mais également ce qu'on appelle les machines. Donc les machines à Energy-Based Device, donc les lasers. Les LED, là. Les lasers, tout ce qui est énergie, donc LED, ça dégage de l'énergie. Les radiofréquences, ça prend beaucoup en vitesse. C'est en plein développement, c'est en plein accroissement. Et ce qui nous facilite la vie, parce que nous revenons vers nos origines, qui sont médicales, puisque nous sommes nés dans la clinique Valmont en 1985, et c'était l'une des premières cliniques sur les bords du lac Léman à vous proposer des séjours de longévité de l'époque. Et ça s'appelait des séjours en sanatorium. Alors c'est beaucoup moins sexy, parce que le sanatorium, c'est aussi la santé mentale, mais vous voyez, on revient à la santé du corps, la santé mentale, et nous appelons ça aujourd'hui, au XXIe siècle, la longévité. Donc nous revenons vers nos origines, puisque l'association médecine esthétique et cosmétique efficace, donc cosmétique technique, fonctionne très très bien. Quand tu fais un laser, en général, tu as ce qu'on appelle une éviction sociale de 2-3 jours. Ça dépend du type de laser que vous faites et la profondeur des couches cutanées qui sont touchées. Mais vous pouvez ne pas revenir vers la société entre 1 jour à 3 semaines. Et là, nous intervenons parce que nous accélérons justement la cicatrisation, étant né d'une clinique pour les grands brûlés, enfin pour les peaux brûlées. Donc voilà. Donc, au contraire, c'est plutôt un driver de chiffre d'affaires pour vous, en fait. C'est une résurgence qui est à point nommé en ce moment, puisque, comme je t'ai dit en introduction, je pense que le bruitage fait par toutes ces nouvelles marques de start-up qui sont tout à l'honneur de leurs initiatives, hein, bien sûr, cause du tort, en fait, à des marques installées. Et le sujet, c'est que tu as plein de marques de cosmétiques, entre guillemets, naissantes, mais qui sont incubées dans des grands groupes. Aussi. Qui ont quand même des gros moyens financiers. Terrible. Et ça, ça a un impact en termes de concurrence et tout. Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'arriver à se différencier, d'arriver à attirer et capter justement cette nouvelle clientèle? Eh bien, j'aime que tu poses la question parce que c'est presque désespérant. C'est tous les matins, tu te dis,
quelle est la nouvelle marque qui va faire parler d'elle et qui va, en fait, prendre le bruitage de l'audience. En fait, il y a trop de bruit sur la toile. Aujourd'hui, pour une femme qui arrive sur le marché de la cosmétique, faire son choix est extrêmement difficile. Comment veux-tu choisir entre toutes ces nouvelles marques qui sont bluffantes, qui sont colorées, qui sont marrantes, qui sont issues aussi de textures coréennes, ça c'était la grande mode aussi. Et puis moi, c'est jamais assez. Donc, je me dis, oui, la marque Valmont, pour cette nouvelle génération, on va plutôt paraître un peu vieux jeu, un peu trop traditionnel, un peu trop, tu sais, jupe bleu marine, collier de perles, et puis voilà. Donc, elles vont s'ennuyer. Eh bien non, là j'ai des équipes extraordinaires qui m'aident à rapporter un sans frais. D'ailleurs, un clin d'œil à mon fils et à ma fille qui ont rejoint le groupe et qui apportent justement une nouvelle façon de donner une image, hein, de donner aussi le lien à la marque, une nouvelle façon d'aborder le discours. Toujours sur les mêmes bases, en revanche, sur les mêmes bases médicales et cosmétiques. Et c'est vraiment l'ADN de la maison, ça. Hein. C'est vraiment la culture scientifique. Alors justement, quel conseil donnes-tu à une femme qui est complètement perdue, qui veut s'acheter sa crème anti-âge et avec 150 crèmes devant et tout le monde lui dit que cette crème est formidable. Comment est-ce qu'elle peut avoir un regard un tout petit peu objectif et tout pour pouvoir justement se faire un avis sur l'efficacité de la crème? C'est vrai, on est toutes perdues, non? On n'est pas d'accord? Moi, c'est que Valmont, mais bon, quand même. C'est-à-dire que si c'est une jeune femme, je vais lui dire amusez-vous avec tout ce que vous voulez, mais vous finirez chez Valmont et vous resterez. Mais pour une femme peut-être plus mature où on a vraiment la possibilité de montrer en fait l'efficacité, c'est plus difficile sur une peau. Je veux dire sur une femme de 20 ans. Bien sûr. Moi, je me souviens déjà à 21 ans, je mettais les cures Carita, des sœurs Carita, qui ont disparu. Donc, vous imaginez. Et à 21 ans, je trouvais peu de différence mais j'en trouvais quand même. Parce que la cure, elle était hyper riche en vitamines, en acides aminés, etc. Et je voyais la différence. Mais je veux dire, j'étais déjà hyper branchée sur mon métier, enfin sur cette appétence, sur cet amour et cette passion que j'ai développée. Mais aujourd'hui, entre jouer avec la texture, la couleur, les effets transformants et une réelle efficacité, j'y mets aussi du jeu et de la texture, mais sur un spectre moins large, parce que c'est très difficile d'avoir une crédibilité en jouant sur la texture. Et en général, si la texture, elle est fun et trop aqueuse, eh bien, tu n'as pas de résilience sur l'efficacité de la crème ou de l'émulsion ou du sérum, quoi. La texture, entre autres. La texture qui va vectoriser, en fait, qui va emmener tous les principes actifs. Et la différence, c'est que, de toute façon, quel que soit votre âge, on a trop de choix aujourd'hui. Mais je sais qu'on a toutes les chances, nous, en tant que Valmont, de faire voir la différence à partir de 40 ans. Alors, Valmont, donc c'est un groupe familial maintenant. Hein. Tu as parlé tout à l'heure de tes enfants qui ont rejoint alors l'entreprise familiale. Oui, je crois que ma passion les a fait craquer. Hein. Génial. Ouais. Et depuis, en fait, tu leur en as toujours parlé. Non, mais en fait, ils vous ont vu, toi et, oui, ils sont fatigués, et leur père. Ils ont toujours eu cette envie de rejoindre le groupe. Non, ils ont évolué au fur et à mesure de leur propre maturité. Je pense qu'il y a un moment où, à l'adolescence, on rejette un peu tout. T'as une fille et un... J'ai une fille, un garçon et une fille. Donc, j'ai 2 filles et un garçon. Et il y a une différence de 8 ans entre la première et la dernière. Donc ça va de quel âge à... 28 à 21. D'accord. Et non, donc, ça fait que 7 ans, en fait, je calcule mal.
C'est mon côté marseillais. Et en fait, oui, ils en avaient un peu assez, hein, quand ils étaient, ados, de nous entendre, parler tout le temps avec Didier. Et puis finalement, ils ont voulu faire un peu un tour d'horizon aussi du marché professionnel ailleurs, et ils ont fait chacun leur expérience. Et puis, d'eux-mêmes, ils ont décidé de nous rejoindre. Et ça nous fait très plaisir. Je pense qu'il y a plein de belles choses encore à faire, plein de belles choses à développer, à adapter en fonction des époques. La transmission pour toi, c'est important dans la famille. Tu dois être ravie de savoir que tes enfants aient rejoint l'aventure familiale. Oui, la transmission est importante dans n'importe quelle entreprise familiale. Pour moi, j'aurais respecté les deux choix Ouais. de mes enfants, parce que je suis plus dans une forme de philosophie. Chacun doit suivre son trajet et son destin. Et le mien, il était clairement défini là. Parce que je crois que je suis capable de rien faire d'autre. Et eux, ils s'y intéressent et ils s'investissent avec beaucoup de passion. Donc ça, c'est très encourageant. Et alors, ça se passe comment les déjeuners familiaux là? Est-ce qu'on parle tout le temps de Valmont ou pas? Parce que Non, on parle de vacances maintenant. Ah, On n'a plus le droit de est-ce que parler vous de mettez Valmont. des règles? Genre non, on parle pas de Valmont, on parle pas de... Oui, en fait, on se met des règles, mais on peut en rajouter une. On s'autorise peut-être 1 heure par semaine d'en parler quand on passe une semaine en vacances ensemble, tous. Mais c'est très difficile de se tenir aux règles. Donc, je leur propose de faire un petit cochon. Et si on déroge, on met 10 francs. C'est pas mal ça. Oui, c'est bien. Tu co-diriges, ou en tout cas avec Didier, Didier Guillon, donc, qui est ton mari. Comment ça se passe quand on gère justement une boîte à deux, quoi, mari-femme? Est-ce que t'as des conseils à donner justement à des entrepreneurs qui voudraient monter leur boîte ensemble? Est-ce que couple et business, ça peut bien se passer? Très bien. Ça peut très bien se passer. Ça peut très bien se passer, mais c'est comme... Est-ce qu'il y a des règles quand même C'est comme l'entreprise et c'est comme le travail en général. Je pense que ce qui est très clair à définir au départ, c'est les territoires d'expertise et les territoires de jeu. Et c'est comme les mariages et les divorces, hein. Faut répartir et être bien d'accord de ce qui est essentiel pour l'un, ce qui est entre ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on aime. Et réussir à trouver en fait un équilibre. Parce que si on y va en se disant l'équilibre va se mettre en place tout seul, c'est faux. Je n'ai pas d'exemple, ni de moi-même, ni de personne que je connaisse qui ait réussi comme cela, parce que on sait tous que le succès de la réussite, c'est la communication, et rien n'est pire que le silence, et d'espérer que ça va se tasser et se mettre en place tout seul. Ça marche pas, ça, hein. Donc, vaut mieux confronter, quitte à se friter, se frotter un petit peu, mais au moins partir sur des bases claires. Et avec Didier, ça a toujours été clair, parce que c'est vrai que c'était mieux dans ce sens-là que moi, je m'occupe de l'artistique et lui de la science. Donc les périmètres sont très précis, très cadrés, avec une communication qui est très fluide. Oui, et puis on a la chance que ce sont 2 territoires très différents. Parfois, il dévie un peu sur tout ce qui est territoire de l'accessoire chez moi. Et puis surtout dans un espace-temps qui n'est pas très défini, mais c'est un peu son charme. Donc on se remet d'aplomb rapidement. Valmont, toujours une maison qui est indépendante, on vient d'en parler. J'imagine que les grands groupes vous regardent de près, que vous avez été très souvent approchés. C'est pas du tout une option ou... Oui, on l'a été, on l'est toujours, mais en ce moment, il y a un peu une crise dans le luxe, donc on l'est moins, parce que je pense que les grands groupes, ils ont aussi leur propre ménage à faire. Mais oui, on l'a été et on le sera peut-être, probablement encore.
Mais le souhait, c'est de rester en famille, je pense. Majorité familiale, en tout cas. Depuis que tu es à la tête de Valmont, quel a été ton plus gros défi, ton plus gros challenge? Moi, je dirais la révolution digitale, quoi, parce que c'est, comme j'ai dit, la fraîcheur. Voilà. C'était difficile. Mais tu la situes où, la révolution digitale? Post-Covid, en fait, c'est ça ou Pendant et post-Covid. Je pense que le digital s'est super renforcé pendant le Covid, où personne n'arrivait à se voir, il n'y avait pas de contact, et a pris énormément de poids. Et en même temps, en parallèle, toutes les formations de ces jeunes générations formidables qui savent mieux digitaliser que te parler, te regarder dans les yeux, et elles sont incroyables. Hein. Et là, c'était la confrontation de deux sociétés, de deux mondes qui devaient s'amalgamer. Et là, c'est un peu le choc des générations parce que, je dirais, c'est entre la soixantenaire et les enfants enfin les jeunes de 20 ans. Mais qui vont demain organiser le monde, diriger le monde avec leur propre vecteur de communication. Et là, c'était clair que soit tu prenais le coche, soit tu t'effaces de la toile. Et ça a été super difficile parce que même si je suis très curieuse, et heureusement que je le suis, de toutes les nouvelles compétences technologiques et tout, j'adore tous les moteurs, tous les mécanismes, tout ça. Il a fallu que je galope quand même pour comprendre rapidement leur jargon. En plus, c'était infernal, quoi. Déjà, il y en a dans tous les milieux. Dans la voile, t'as un jargon. Dans le digital, t'as un jargon. Dans la joaillerie, t'as un jargon. Enfin, bon, j'essaye de parler toutes les langues, mais quand même. Et là, je pense que nous sommes plus apaisés. Et vraiment, j'ai une équipe extraordinaire qui s'est mise en place. Tu t'es entourée justement de personnes qui pouvaient t'aider sur toute cette digitalisation. Oui. Mais ça s'est fait en plusieurs épisodes. Et aujourd'hui, je me sens plus en sécurité avec une merge, une association de la vision technologique et de la vision de la marque. Parce qu'avant, c'était un peu, c'était la communication de deux mondes qui se retrouvaient pas, en fait. Donc, on avait deux discours différents, un discours très technique avec des routines technologiques qui n'avaient ni queue ni tête, je suis désolée de le dire. Et puis une marque qui essayait de s'exprimer, mais toujours avec des anciennes méthodes, alors que l'audience se rajeunissait, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est bien. En tout cas, j'aborde 2026 avec beaucoup plus de sérénité. Est-ce que c'était difficile pour toi d'être une femme et de diriger justement le groupe Valmont? Parce que tu parles souvent tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Donc, c'est lié au fait que tu sois une femme, justement, ou c'est juste, quelque part, juste ta personnalité, indépendamment si tu été un homme, peut-être que tu n'aurais pas eu forcément également une confiance naturelle innée en toi, ou c'est lié au fait que tu es une femme avec cette culture patriarcale qu'on traîne, parce que c'est vrai que ça peut paraître étonnant quand on voit ton parcours. Tu es arrivée à Paris, tu parlais pas un mot de français, tu étais première de classe, tu as fait l'une des plus grandes écoles de commerce, tu as monté tous les gravelons pour être CEO, donc on va dire tu as tout réussi. Mais quand tu me dis que tu as toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, comment tu expliques? Parce que c'est jamais assez bien. Parce que chez nous, on est capable de ne pas sortir un produit si je ne le trouve pas excellent. C'est d'ailleurs ce qu'on vient de faire, donc voilà. Mais moi, je suis sur des plannings de 3 ans, donc vous verrez pas la différence. Mais pour moi, c'est pas un problème de syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est un trait de caractère qui fait que j'arrive pas à lâcher prise. T'es très, très exigeante. Il faut que ce soit... J'arrive pas à lâcher prise. Ouais. Et d'ailleurs, s'il y a une psy là dans l'audience, je veux bien parce qu'il faudrait quand même... On connaît des bons coachs. Il faut faire attention aux mauvais coachs. On a eu Juliette Funès sur le podcast. Mais il y a des très bons coachs. Il faut bien trouver le coach qui peut aider. Ouais.
Oui, je pense que aborder avec sérénité un lâcher prise, c'est pas du tout évident Ouais. pour quelqu'un qui. Je suis pas contre le fric, mais j'ai besoin d'être rassurée sur les voies que prennent les développements pour m'assurer que ça va marcher, tout simplement. Mm. Parce que j'aime bien que les mécaniques fonctionnent. Toute la R&D, elle est internalisée ou tu travailles Oui. avec... Mhm. La recherche est internalisée, la production est externalisée chez nous. Et tu travailles avec quelques partenaires fidèles depuis toujours, justement, sur la production? Oui, on est très fidèles. En fait, en Suisse, il y a peu d'acteurs et en général, les marques restent fidèles à leurs producteurs. Quel est ton prochain gros challenge ou ton gros défi là pour Valmont dans les années à venir? Mon plus gros défi, c'est de préparer un moment plus calme où je vais pouvoir me centrer plus sur la recherche, sur l'innovation, plutôt que de gérer les problèmes opérationnels, parce qu'il y en a toujours. En fait, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des améliorations, des optimisations, et j'aimerais bien que cette partie-là soit reprise par le Saint-Esprit. Peut-être un de tes enfants? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Super. Bah, écoute, Sophie, on va terminer par le dictionnaire de l'audace, le fameux dictionnaire. Qu'est-ce que c'est pour toi l'audace, Sophie? Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. C'est l'audace, c'est dire ce que je pense en prenant le plus de formes possible, mais je suis pas très bonne pour ça. L'audace dans le luxe? L'audace dans le luxe, c'est justement d'aimer les contrastes, d'associer ce que j'appellerais le coiffé décoiffé, d'insuffler un brin de folie à quelque chose de particulièrement austère. Codifié. Ouais. Pour moi, l'audace, c'est casser les codes tout en restant respectueux d'un héritage traditionnel. C'est pas du tout facile. Très clair. Parmi tous tes produits, quel est le produit cosmétique Valmont le plus audacieux et pourquoi? Le plus audacieux, ça a été mon plus grand challenge. Il s'appelle Time Master. Et Time Master, c'est une cure intensive qui coûte très cher, mais qui réunit en fait toutes les propriétés de toutes les gammes. Donc en fait, c'est un concentré, un amalgame de toutes les collections que je peux avoir chez Valmont, qui sont extrêmement techniques et qui sont les réponses aux 5 problèmes majeurs du vieillissement cutané. Donc l'hydratation, la revitalisation, donc la régénération qui ralentit avec le temps, la luminosité, les taches, les rides et le relâchement cutané. Donc, en fait, chacune des gammes a un cœur de formule et ces 5 cœurs de formule ont été concentrés dans le Time Master qui est lui-même une vectorisation très particulière. C'est une nano-émulsion. Donc, les nano-émulsions, c'est tout petit. C'est de l'ordre de moins de 500 nanomètres. Et dedans, en fait, c'est mon bébé tout particulier parce que c'était l'année où nous avons réussi à liposomer l'ADN. Et l'ADN, c'est une molécule qui est extrêmement lourde. Et la liposomer, c'était quand même une prouesse. Nous n'y étions pas parvenus avec les Italiens, avec les Suisses, avec les Allemands. Donc, j'ai réussi à peu près avec personne. Et puis finalement, j'ai réussi encore avec les Allemands, d'autres Allemands. Parce que j'adore les Allemands. Et l'ARN, on l'a fait avec des Suisses. Et tout cela a été vectorisé dans une nano-émulsion. Et ça, c'est vraiment mon plus grand challenge technique que j'ai traversé. Et c'est un produit qui se vend toujours, alors qu'il est très, très cher. Il est à combien, juste pour avoir une idée du prix? Il est à $1 500. Et au bout de 15 ans, je vais ressortir une nouvelle version, encore plus technique.
Combien de temps de développement pour ce produit ? Alors, longtemps parce que oui, là, c'est quand même le summum de la technicité. Donc là, oui, ça fait 5 ans qu'on est dessus et je suis très contente de le sortir là, fin 2026. Fin 2026. Oui, ça va être superbe. Il est très, très beau. Je l'aime beaucoup. C'est le grand frère du petit frère que j'ai fait il y a longtemps. Mais c'était le premier enfant, on s'en souvient toujours parce que c'est un changement radical. Et là, le deuxième vient, mais il est encore plus technologique et je vous en parlerai plus tard. Merci Sophie. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Sophie, est-ce que tu peux nous parler de la place de l'art, et en particulier de l'art contemporain, dans les lieux Valmont et dans l'expérience Valmont ? Et la Fondation Valmont. Merci pour la question, Amandine. L'art est extrêmement important. C'est un univers qui nous a joints, Didier et moi, lors de notre rencontre, parce que nous étions déjà passionnés l'un et l'autre d'art contemporain. Et aujourd'hui, nous avons, depuis 2015, la Fondation Valmont qui a été créée à Venise et qui est en fait le théâtre de 2 expositions par an. Et l'art a toujours baigné en fait l'univers de Valmont. Et ça, c'était aussi une association particulière chez nous, parce qu'on était bien avant-gardiste par rapport à d'autres marques qui ont inséré de l'art, mais de façon beaucoup plus mercantile ou de façon beaucoup plus statutaire, moins vécue de l'intérieur comme nous, puisque en fait Valmont est une marque de 2 créateurs, l'un associant sa vision scientifique avec l'autre, son génie artistique qui Didier a toujours aimé recenser des nouveaux talents et les exposer. Et c'est quelqu'un qui est extraordinaire en mise en scène pour donner vraiment toute la valeur à un artiste qui le mérite. Et donc, il a commencé il y a bien longtemps, avant que nous ayons la fondation. Il a exposé en 2012 à Venise. On louait des palazzo, comme on dit. Je pense qu'au pluriel, ça se dit palazzi. Je suis pas bilingue en italien. Hein. Mais ensuite, de fil en aiguille, il a trouvé ce territoire très, très prometteur et on a créé la Fondation Valmont dans notre propre palais, Bonvincini, le bon voisin, les bons voisins comme on pourrait traduire. Et chaque année, il y a une exposition assez conceptuelle, à la fois esthétiquement bien portée, parce que il a quand même un talent extraordinaire d'idée. C'est cet équilibre qu'il peut apporter à la mise en scène et vraiment ça vous interpelle, quelle que soit l'exposition. La prochaine, c'est Pénélope, hommage à la femme et l'amour et la résilience de la patience. Voilà. Et il y a toujours un message que vous devez deviner. Et ça, c'est sa façon à lui, pas uniquement d'exposer, mais de créer un lien avec son audience. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ouais. Oui, justement, j'allais rebondir sur la question d'Amandine, puisque je suis assez fan de Venise. Et donc, quand j'ai découvert vos parfums, je me demandais toujours l'histoire qu'il y avait derrière. Alors, le dernier parfum, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de son histoire? Merci de faire référence au parfum qui s'appelle en français les histoires vénitiennes, Storie Veneziane. Et effectivement, ils ont été inspirés de l'adresse de la fondation et qui coïncidait aussi avec l'émancipation et le développement de nos propres boutiques, les Maisons Valmont. Donc, nous avions besoin d'une expression plus émotionnelle et Didier m'a demandé de créer une collection de parfums. Et la première collection qui s'appelle Storie Veneziane by Storie Veneziane, donc c'est une collection de 8 parfums, aujourd'hui de 8 extraits de parfums. Donc, ce sont des extraits purs. Nous l'avons créé à 4 mains. C'est-à-dire que lui a designé, parce qu'il aime, depuis toujours, il passe ses week-ends à
dessiné partout, sur tout matériau. Il a dessiné ce flacon doré, carré, donc assez masculin. Et il a voulu aussi donner un lien avec le masque en verre de Murano, qui est fait par Cimoline. Et il y a choisi un bouchon en cuir d'Italie, donc très coloré. Et donc, nous avions tous les éléments vraiment pour véhiculer l'expression de Venise. Et j'ai créé avec Virginie, ici présente, les parfums, qui m'a aidé beaucoup à rencontrer les nez. Donc, c'est une collection qui est constituée de plusieurs nez. Nous n'avons pas choisi un seul nez, mais nous avions un spectre large. Et nous voulions en fait avoir plusieurs familles olfactives, parce que toujours motivée par une offre complète, je voulais offrir en fait une gamme complète selon les goûts des aficionados de parfums. Donc cela va du fleuri vert au oud assez épicé. Et puis le tout dernier, c'est un boisé aromatique floral qui s'adresse en fait initialement aux hommes modernes qui ont une certaine prestance. Moi, je le vois comme ça. C'est un homme moderne dans le sens où il renie pas sa virilité, mais il est extrêmement dans la modernité, avec une acceptation de son raffinement féminin. Et donc, d'où l'expression du papyrus et de la violette, qui est vraiment un parti pris pour les hommes. Donc, à la fois racé, raffiné et élégant, et aussi adopté par les femmes. Et il s'appelle Laguna Verde. Alors, c'est un nom qui prête aussi à certains commentaires pour ceux qui sont courants en italien, parce que Laguna Verde, c'est pas forcément un nom très évocateur, hein, mais c'est pas grave, parce que l'essentiel de notre audience est international. Et puis, la lagune verte, vraiment, c'est ce qui peut représenter Venise. Super, un grand merci Sophie, c'était Avec passionnant. Et donc maintenant on va profiter du cocktail. Bravo. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le diffuser et à en parler autour de vous. Et mettez-moi également une note, ça m'aide toujours beaucoup. Si vous avez des suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à les envoyer auprès de mon équipe sur le mail contact@vvert.com. Vous êtes également les bienvenus à ce podcast puisqu'il se veut inclusif. Donc tous les mois, 7 personnes peuvent venir assister au podcast. Il suffit d'aller sur vvert.com. Donc je vous dis un grand merci et on se retrouve très bientôt pour plus d'audace.